À l'aube, quand la ville se réveille dans le silence encore fragile de la lumière, une silhouette marche parmi les colonnes d'Athènes. Les marchands n'ont pas encore dressé leurs étals. Les philosophes n'ont pas encore commencé à discuter. Et la poussière de la veille dort encore sur les pierres. Dans cette ville qui ne dort jamais vraiment, dans ce monde où l'on croit tout comprendre, il avance, avec une lanterne allumée, une flamme vacillante, presque insolente dans le plein jour qui commence. Les passants s'arrêtent, certains sourient, d'autres chuchotent. Pourquoi un homme porterait-il une lanterne en plein soleil? Est-il fou? Est-il seulement étrange? Ou bien, voit-il quelque chose que les autres ont cessé de regarder? On lui demande, pourquoi cette lanterne? Il fait jour? Il répond sans s'arrêter, je cherche un homme véritable, pas un masque, pas une réputation, pas un rôle social habilement tissé, mais un être humain qui ne soit pas prisonnier de ce que les autres attendent de lui, dans un monde saturé de discours, de règles, de besoins fabriqués, de possessions qui nous possèdent. Cet homme-là est une fissure dans la façade, un rappel, une gifle parfois, un rire souvent, une énigme toujours. Son nom résonne comme un défi lancé au monde entier. Diogène, le philosophe qui vivait dans un tonneau mais voyait plus clair que les rois dans leur palais, le mendiant qui démasquait les plus puissants, le provocateur qui ne cherchait pas à détruire mais à réveiller. Il n'avait presque rien, mais il possédait une chose que nous avons presque oubliée, la liberté intérieure. Et si cette lanterne n'éclairait pas la ville, mais plutôt ce que nous refusons de voir en nous-mêmes, aujourd'hui, à travers sa vie, ses excès, ses éclats de rire et ses colères, nous allons chercher à comprendre non pas seulement qui était Diogène, mais ce qu'il voulait dire quand il affirmait que le bonheur commence là où nos illusions s'arrêtent. La flamme de sa lanterne tremble dans le vent, et à mesure qu'il avance, les rues d'Athènes semblent dévoiler quelque chose de plus profond que des maisons, des colonnes ou des statues, comme si la ville elle-même comprenait enfin que cet homme venu de nulle part n'est pas un fou, mais un miroir tendu à chacun de nous. Car derrière cette silhouette étrange, dans cette lanterne inutile en plein jour, se cache une question plus dérangeante qu'elle n'y paraît. Qu'est-ce qu'un être humain quand on enlève tout ce qui l'encombre? Pour comprendre cette quête, pour comprendre pourquoi Diogène a choisi ce chemin d'excès, de provocation, de dépouillement, il faut revenir à l'origine. Au moment où sa vie bascule, où le monde qu'il connaît s'effondre, et où il décide de rompre avec tout ce que la société attend de lui, c'est là que commence vraiment son histoire. Non pas dans un tonneau, mais dans une ville lointaine, sur les rives de la mer Noire. C'est là que commence Diogène le provocateur. Bien avant Athènes, bien avant le tonneau, bien avant les légendes qui allaient le transformer en mythe, Diogène était un jeune homme comme les autres. Il est né à Sinope, une ville portuaire battue par les vents, où l'odeur du sel se mêlait à celle des marchés bruyants et des pièces de bronze fraîchement frappées. Sinope était une ville de commerce, de prospérité, mais aussi de rumeurs et de trahisons silencieuses. Un endroit où l'or circulait plus vite que la vérité, où le paraître l'emportait souvent sur l'être. Le père de Diogène, Icésias, était banquier. Un homme habitué à manipuler les monnaies, à fréquenter les puissants, à se tenir du bon côté des alliances politiques. Un jour, une accusation tombe, une seule, mais lourde comme un rocher jeté dans l'eau calme. Falsification de monnaie, le pire crime économique de l'époque. Un acte qui pouvait ruiner une ville entière et faire trembler toute une famille. La rumeur grandit, enfle, se répand. Et dans ce climat de suspicion, Diogène découvre très tôt un monde où la valeur des choses n'est qu'une illusion fragile, où la droiture des hommes peut se briser pour un peu de métal. Ce n'est pas seulement son père qui est accusé,
C'est tout un système que Diogène voit vaciller. Les institutions, les lois, les gardes, la parole des puissants. Tout cela sonne faux, artificiel, biaisé. Et il comprend quelque chose que peu de jeunes hommes comprennent si tôt. Ce qu'on appelle ordre n'est souvent qu'un décor mal fixé. Alors il part. Il quitte Sinope, sa mère, ses ports, ses souvenirs trop lourds, ses illusions brisées. Il marche vers Athènes, la cité des philosophes, la ville des discours et des théâtres, l'endroit où toutes les idées du monde semblent se donner rendez-vous. Mais Diogène n'y vient pas pour apprendre. Ou du moins, pas comme les autres. Il observe les hommes, leurs longues toges, leurs grandes paroles, leurs débats interminables sur le bien, le bon, le juste, et il se dit « Comment peut-on parler de vertu quand on vit sans cesse dans la peur du regard des autres ?» À Athènes, on dit qu'il faisait partie des gens qui ne se contentent pas de regarder le monde. Ils veulent l'atteindre là où ça fait mal, là où ça s'effrite, là où ça se contredit. Il rencontre Antisthène, le philosophe cynique, dont les paroles sont tranchantes comme des pierres brutes. Antisthène ne voulait pas d'élèves. Diogène n'a pas demandé la permission. Il s'est simplement assis à ses côtés, chaque jour, jusqu'à ce que le maître cède, parce qu'il avait devant lui un jeune homme qui ne cherchait ni reconnaissance, ni prestige, ni couronne intellectuelle. Non, il cherchait la vérité nue, dépouillée, tranchante, incapable de plaire, incapable de mentir. Et ce feu-là, qui brûlait dans le regard du jeune Diogène, allait devenir l'une des flammes les plus dérangeantes de toute la philosophie grecque. Car c'est ici, à Athènes, au cœur de toutes les prétentions intellectuelles, que Diogène décide quelque chose d'immense. Il consacrerait sa vie non pas à corriger le monde, mais à le réveiller par la provocation, par le choc, par la simplicité extrême. Parce que certaines vérités ne se transmettent pas avec des mots. Elles se vivent, elles se montrent, elles dérangent. Et c'est ainsi que naît le Diogène que l'histoire retiendra. Le provocateur, l'homme qui casse les illusions, le philosophe qui ne veut pas séduire, mais éveiller. À Athènes, Diogène découvre un monde brillant, un monde de statues blanches, de discours élégants, de philosophes qui parlent de vertu, tout en vivant dans le confort. Le contraste est violent. Il regarde les hommes défendre l'idée de la simplicité dans des maisons remplies d'objets dont ils n'ont pas besoin. Il écoute des maîtres prêcher la maîtrise de soi tout en craignant les rumeurs et les moqueries. Il voit des citoyens louer la liberté, mais trembler devant la moindre perte matérielle. Alors quelque chose mûrit en lui, comme une intuition qui devient évidence. La sagesse n'est pas ce qu'on dit, la sagesse est ce qu'on vit. Il fallait franchir une ligne que presque personne n'ose franchir. Renoncer, non pas un peu, non pas symboliquement, renoncer vraiment. Un jour, il voit un enfant boire de l'eau avec ses mains, simplement, sans réfléchir, sans honte. Diogène observe la scène longtemps. L'enfant boit, rit, joue et repart en courant. Alors Diogène regarde la coupe qu'il tient dans sa main, la seule qu'il possède encore. Il sourit et dit « Cet enfant m'a vaincu dans l'art de vivre ». Puis il jette sa coupe dans la rue. Un autre jour, il voit un enfant manger dans du pain creusé en forme de bol. Il jette alors son écuelle. Encore une victoire simple, révélée par ceux qui n'ont rien à défendre. C'est ainsi, par petites chutes successives, que Diogène commence à dépouiller sa vie. À chaque objet abandonné, il se sent un peu plus léger. À chaque habitude brisée, il se sent un peu plus vrai. Puis vient la décision la plus radicale. Il quitte sa maison. Ou plutôt, il décide de vivre sans toit, sans mur, sans refuge. Il s'installe dans un tonneau abandonné, sur la place publique, au milieu du bruit, au milieu des hommes. Pourquoi là, alors qu'il existe tant d'endroits plus confortables?
Parce qu'il veut être visible. Parce qu'il veut pratiquer la philosophie, non pas dans une école, mais dans la vie réelle. Parce qu'il refuse que la sagesse soit un luxe réservé à ceux qui ont le temps. Sa pauvreté n'est pas misère, elle est choix. Choix d'être libre de tout. Choix d'avoir les mains vides pour ne rien craindre qu'on lui enlève. Il répète souvent « plus j'ai de choses, plus elles me possèdent ». Il vit de peu, il mendie quand il a faim. Il dort quand il est fatigué. Il rit du confort des autres, comme d'une étrange prison. Et les Athéniens, d'abord moqueurs, commencent à s'interroger. Pourquoi cet homme semble-t-il plus léger qu'eux, plus libre, plus sentier? Un jour, on lui demande « N'as-tu pas honte de vivre ainsi ?» Il répond « J'aurais honte si je faisais le mal, pas si je vis simplement. » Ce renoncement, ce dépouillement volontaire n'est pas la fin de quelque chose. C'est le début de tout. En retirant les biens, il retire les peurs. En retirant les habitudes, il retire les illusions. En retirant les besoins, il retire les chaînes. Diogène n'a plus rien, et c'est peut-être la première fois de sa vie qu'il se sent entier, parce que la liberté ne commence pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on est prêt à perdre. Au cœur d'Athènes, entre les colonnes des temples et le tumulte des marchés, un tonneau de bois repose contre un mur. Rien d'extraordinaire, rien de remarquable. Et pourtant, c'est là que se construit l'une des philosophies les plus dérangeantes de l'histoire humaine. Diogène a choisi ce tonneau comme d'autres choisissent un palais, non pas par manque, mais par conviction, car ce qu'il veut montrer au monde ne peut pas être enseigné dans une école. Il doit être vécu. Dans ce tonneau, Diogène ne se cache pas. Au contraire, il s'expose. Il se place volontairement au milieu de la cité, là où tout le monde passe, là où personne ne peut l'ignorer. Il dit « Ce que vous appelez essentiel est souvent ce qui vous empêche de vivre. » Le tonneau est son message, une démonstration vivante, un rappel brutal. Quand on enlève tout, que reste-t-il? L'homme. Rien que l'homme, sans décor, sans masque, sans démonstration. Les philosophes d'Athènes parlent beaucoup. Ils analysent, classent, discutent. Ils cherchent la vérité dans les mots. Diogène, lui, cherche la vérité dans le geste. Il affirme « On ne guérit pas avec des discours, mais avec un mode de vie. » Alors il vit sa philosophie au lieu de l'expliquer. Il pratique la liberté au lieu de la définir. Il montre le courage au lieu de le commenter. Et cette cohérence, cette nudité de l'être, révèle quelque chose de profondément subversif. Toute vie simple, véritablement simple, est un acte de résistance. Le tonneau n'est pas une prison. Les maisons, les titres, les richesses, voilà les vraies prisons, dit-il. Il rit de ceux qui le plaignent. Vous avez des toits, mais moi, je dors sous le ciel. Vous avez des coffres, mais moi, je n'ai rien à perdre. Vous avez peur de manquer, et moi, je manque de rien. Le tonneau lui offre ce que le monde refuse, la liberté d'être sans rôle, sans masque, sans possession. Ce qui terrifie les autres lui apporte la paix. Dans la pénombre de son tonneau, Diogène pense. Il écoute, il observe le monde. Ce silence volontaire n'est pas de la solitude, c'est un laboratoire. Un espace intérieur où il met en pièces toutes les illusions de son époque. Il y médite sur la nature humaine, sur les désirs qui nous gouvernent, sur les attentes qui nous dévorent. Il comprend quelque chose que peu d'hommes perçoivent profondément. Nous courons après des besoins qui ne sont pas les nôtres. Nous voulons briller, plaire, collectionner, paraître. Mais la paix, la vraie paix, naît dans le dépouillement. Les Athéniens s'arrêtent, le regardent, s'indignent, rient, critiquent. Ils ne comprennent pas. Et c'est précisément ce qu'il veut. La provocation n'est pas un spectacle, c'est une étincelle, une invitation à réfléchir. En se dépouillant,
Il révèle le poids des chaînes que les autres ignorent. En vivant sans rien, il montre ce qui compte vraiment. En étant visible dans sa pauvreté choisie, il met en lumière la pauvreté intérieure de ceux qui possèdent tout. Diogène ne voulait pas qu'on l'admire, ni qu'on l'imite. Il voulait qu'on s'éveille. Dans l'ombre d'un simple tonneau, il rappelle une vérité inoubliable. Être libre n'est pas un privilège, c'est un choix. Dans la cité d'Athènes, là où l'apparence vaut souvent plus que la vérité, Diogène marche comme une contradiction vivante. Il ne cherche ni la gloire, ni l'approbation. Et c'est précisément pour cela qu'il devient impossible à ignorer, parce que Diogène ne parle pas seulement par des mots, il parle par des gestes qui frappent, qui irritent, qui font rire, qui choquent, des humiliations, mais pas pour humilier les autres, pour les réveiller. Un jour, au milieu de l'agora, il s'arrête, s'assoit et fait ce que personne n'oserait faire en public. On hurle, on l'insulte, on s'indigne. Il répond, le plus calmement du monde. « Ah, si seulement je pouvais calmer la faim aussi facilement que je calme la honte. » Cette phrase, simple en apparence, est une lame. Elle coupe net entre ce que nous considérons acceptable et ce qui est réellement nécessaire à l'être humain. Diogène voulait montrer une vérité brutale. Nous avons tellement peur du regard des autres que nous en oublions nos besoins les plus simples. La vie d'Athènes est un théâtre. Les hommes y jouent des rôles. Ils portent des masques, des titres, des habits qui disent « Regardez-moi, admirez-moi, croyez-moi ». Diogène, lui, enlève tout. Il ne reste que l'humain, dans sa nudité essentielle. Il se promène avec un morceau de viande et mange comme un animal. On le traite de chien. Il répond « Oui, car je remue la queue devant ceux qui me donnent, je grogne après les menteurs et je mords les méchants. » Dans cette comparaison assumée, il dit tout. Les hommes se pensent supérieurs, mais ils sont esclaves de conventions absurdes. Le chien, lui, vit selon sa nature. Sans hypocrisie, les humiliations de Diogène ne sont jamais gratuites. Elles sont des diagnostics, des antidotes. Il provoque pour tester, pour décaper les vanités, pour révéler les contradictions. Quand il voit un jeune homme trop soigné, rempli de fierté, il lui dit « Ce n'est pas toi qui brille, c'est le travail du barbier. » Quand il entre dans une maison luxueuse et qu'on lui reproche d'avoir sali le tapis, il dit « J'ai sali votre tapis, mais vous avez sali votre âme. » Il ne cherche pas le conflit, il cherche l'éveil. Il cherche à frapper là où nous ne regardons jamais, notre attachement à l'image, aux règles, aux habitudes, à la peur d'être mal jugé. Les humiliations de Diogène ont une seule fonction, renvoyer à chacun un miroir brut, impoli, sans cadre doré, un miroir qui montre ce que nous fuyons. Et face à ce reflet, la première réaction est la colère, puis la surprise, puis parfois la compréhension. Parce qu'au fond, ce n'est pas Diogène qui humilie les hommes. Il leur montre ce qu'ils se font eux-mêmes. Il les confronte à leurs peurs, à leurs illusions, à leur dépendance. Pour Diogène, la honte est un outil, une libération, une manière de couper une corde invisible, une manière de dire « Regarde ce qui te contrôle, regarde ce qui te fait honte, et demande-toi pourquoi. » Son but n'est pas de détruire, mais de déshabiller, d'arracher les couches inutiles, de réveiller la conscience là où elle dort depuis trop longtemps. En humiliant les illusions, Diogène tentait de sauver l'essentiel, parce qu'il savait que pour toucher la vérité, il faut parfois abandonner la dignité artificielle qui nous empêche de respirer. Il existe dans l'histoire des rencontres qui semblent avoir été écrites par les dieux, des instants suspendus où deux univers se croisent et où l'on sent, sans comprendre comment, que quelque chose d'immense est en train de se produire. L'une de ces rencontres a eu lieu sous le soleil brûlant de Corinthe, un matin où le monde entier semblait retenir son souffle.
D'un côté, Alexandre, le conquérant, le stratège, le roi des rois, maître de la terre et des armées. Un homme à qui rien ne résistait, pas même l'idée de l'impossible. De l'autre, Diogène, le vagabond du monde, le philosophe sans chaussures, l'homme qui n'avait rien et ne voulait rien, la puissance absolue face à la liberté absolue. Alexandre, déjà célèbre, vient à Corinthe pour rencontrer les grands hommes de son époque. Les philosophes se pressent pour le saluer, les orateurs se bousculent pour lui plaire, les cités se parent pour l'honorer. Mais un nom revient dans toutes les bouches comme un murmure amusé. Diogène Alexandre, intrigué, veut le voir. Il veut comprendre comment un homme qui ne possède rien peut avoir une réputation qui traverse tout le pays. Il se rend donc jusqu'à la place où Diogène vit dans son tonneau. Il avance entouré de soldats, d'officiers, d'aristocrates, de poussière et de lumière. La foule s'écarte, les murmures gonflent. On chuchote, le roi vient rencontrer le chien. Et là, sous le soleil, Diogène est étendu, paisible, le visage au chaud, comme si rien au monde ne pouvait troubler sa sieste. Alexandre s'arrête devant lui. Son ombre recouvre le corps maigre du philosophe. Il dit, avec la voix d'un homme habitué à régner, « Je suis Alexandre, roi de Macédoine. » Diogène ne bouge pas, il ne se lève pas, il ne s'incline pas. Il répond simplement, « Et moi je suis Diogène, le chien. » Un murmure d'indignation traverse l'entourage royal, mais Alexandre sourit. Il reconnaît le courage quand il le voit. Il reconnaît la liberté quand elle ne tremble pas. Il dit alors, dans un geste rare de générosité, « Demande ce que tu veux, je te l'accorderai. » Un silence, une seconde suspendue, le moment où deux mondes pourraient se rejoindre. Diogène tourne enfin la tête vers le grand roi et il voit la seule chose qui, à cet instant, le dérange réellement. L'ombre du souverain lui cache le soleil. Alors il dit, sans agressivité, sans arrogance, comme une évidence, « Ôte-toi de mon soleil !» Les soldats restent figés, les courtisans suffoquent. Personne n'oserait parler ainsi à Alexandre le Grand. Personne, sauf un homme qui n'a besoin de rien et qui n'a peur de rien. Et Alexandre comprend. Il comprend que cet homme qu'il pourrait écraser d'un geste possède une forme de pouvoir plus rare que toutes ses conquêtes, le pouvoir de n'être tenu par aucune richesse, le pouvoir d'être véritablement libre. Alors il murmure, à l'oreille de ses officiers, « Si je n'étais pas Alexandre, j'aimerais être Diogène. » Cette phrase traversera les siècles comme un hommage inattendu, rendu par le maître du monde à l'homme qui n'avait même pas un lit. Alexandre gagnait des royaumes. Diogène gagnait la liberté. L'un étendait son empire par la guerre, l'autre étendait le sien par l'indépendance intérieure. Et dans cette rencontre, éblouissante comme un éclair, se révèle une vérité simple. La vraie puissance n'est pas de posséder le monde, mais de n'avoir pas besoin de lui. Il y a dans la vie de Diogène une idée tellement simple qu'elle en devient presque invisible. Une idée si profonde que ceux qui la voient vraiment en sortent transformés. Cette idée, c'est celle du rien, non pas le vide, non pas l'absence, mais un espace intérieur que l'on préserve de tout ce qui l'encombre, la sagesse du rien. Diogène observait les hommes d'Athènes courir d'une obligation à l'autre, accumuler des objets, des titres, des projets, des certitudes. Il voyait leurs maisons s'agrandir, leurs coffres se remplir, leurs préoccupations s'alourdir. Et il disait, « Plus vous avez, plus vous vivez dans la crainte de perdre, car chaque possession est une attache, chaque désir superflu est une chaîne, chaque besoin inventé est une prison. » Il ne voulait pas vivre ainsi, il voulait un esprit clair, une âme légère, un cœur libre. Alors il fit ce que peu d'hommes osent faire. Il retira de sa vie tout ce qui ne servait pas à être humain. Pour Diogène,
Le rien n'est pas un manque, c'est un espace où l'on respire, où l'on pense sans être distrait, où l'on vit sans être possédé, où l'on existe sans être écrasé par les attentes. Dans ce rien, il n'y a plus de faux besoins, plus d'images à protéger, plus de rôle à jouer, il reste l'être. Et c'est là que la vérité surgit, comme une lucidité nue et indomptable. Il disait « Le bonheur commence là où cesse le superflu ». Pour les Athéniens, Diogène était pauvre. Pour Diogène, il était riche. Tellement riche qu'il n'avait besoin de rien. Il riait quand on lui demandait s'il ne préférerait pas une vraie maison, des biens, un lit. Il répondait « Vous me plaignez, mais je suis maître de tout ce que je désire, et je désire si peu. » C'est là que résidait sa puissance, dans sa capacité à se suffire, dans sa capacité à ne rien attendre, dans sa capacité à n'être vulnérable à rien. Il ne cherchait pas la sécurité, car il avait compris que la sécurité suprême réside dans l'absence de peur, et la peur disparaît quand il n'y a plus rien à perdre. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde saturé d'objets, d'informations, de comparaisons, d'obligations, de stimulation constante. Nos esprits débordent, nos jours se remplissent, nos vies se pressent et s'étouffent, et pourtant, au milieu de cette surabondance, il manque quelque chose. Un espace intérieur, une respiration, une vérité simple. Diogène, depuis son tonneau, crie à travers le temps. Ce que tu cherches n'est pas dans l'accumulation, mais dans le retrait, non dans l'avoir, mais dans l'être, non dans le plein, mais dans le rien. Dans le fond, la sagesse de Diogène n'est pas un renoncement au monde, c'est un retour à soi-même, car le rien n'est pas la fin. Le rien est le commencement, le point zéro. L'endroit d'où l'on peut reconstruire sa liberté, sa simplicité, son souffle. C'est là que se trouve la force tranquille de Diogène, dans cette certitude lumineuse que la paix ne s'obtient pas en ajoutant, mais en retirant. À première vue, Diogène semble appartenir à un autre monde. Un monde de toges, de colonnes, de marchés antiques. Un monde trop lointain, trop brut, trop étrange. Et pourtant, il n'a peut-être jamais été aussi actuel qu'aujourd'hui. Parce que notre époque, avec ses écrans, ses notifications, ses obligations sociales, ses désirs fabriqués, ressemble beaucoup plus que nous le pensons à l'Athènes qu'il tentait de réveiller. Nous possédons plus que jamais. Nous savons plus que jamais. Nous communiquons plus que jamais. Et pourtant, nous suffoquons. Il manque un espace de silence, un espace d'être, un espace où l'on se demande vraiment, tout cela, est-ce pour moi ou pour ne pas décevoir le monde? Diogène nous rappelle que la liberté ne dépend pas du monde extérieur, elle dépend d'un mouvement intérieur. Retirer ce qui n'est pas nécessaire pour entendre ce qu'il est. Et si la première liberté était de savoir dire non? Non aux attentes non au trop-plein. Non à ce qui n'a aucun sens. Pas par rébellion, mais par fidélité à soi-même. Il disait « Celui qui n'attend rien est invincible ». Et peut-être que dans une époque où tout dépend du regard des autres, de l'opinion des autres, du jugement des autres, cette invincibilité est la seule véritable richesse. Être simple n'a jamais été aussi difficile. Simplicité des gestes, simplicité des besoins, simplicité du cœur. Dans un monde de comparaison permanente, la simplicité devient un acte de résistance, un refus d'entrer dans la course, un refus de se mesurer, un refus de se perdre. Diogène vivait avec presque rien parce qu'il voulait garder l'essentiel, la paix. Aujourd'hui, la paix n'est pas dans ce que l'on obtient, mais dans ce que l'on accepte de laisser partir. Nous construisons nos vies comme des vitrines. Nous publions, nous partageons, nous prouvons, nous montrons. Mais à qui au fond?
Diogène nous regarde à travers les siècles et dit « Et si tu vis pour les autres, tu oublies de vivre pour toi. » La honte, la comparaison, la validation sociale. Voilà les chaînes modernes. Et elles ne pèsent pas sur les poignets, mais sur le cœur. La liberté commence le jour où l'on arrête de demander la permission d'être soi-même. La vraie sagesse de Diogène ne réside pas dans la pauvreté, ni dans le scandale, ni dans le tonneau. Elle réside dans le courage. Le courage de vivre exactement comme on pense. Le courage de ne pas trahir sa propre conscience. Le courage de rester vrai, même si cela dérange. Et ce courage, nous pouvons tous le trouver. Pas en jetant tout ce que nous possédons, mais en retirant ce qui ne nous ressemble plus. En allégeant nos jours, en simplifiant nos désirs, en ouvrant un espace où la liberté respire à nouveau. Peut-être en posant quelques questions simples. Ai-je vraiment besoin de tout ce que je recherche? À quoi ai-je dit oui sans réfléchir? Qu'est-ce qui m'alourdit? Qu'est-ce qui m'empêche d'être moi? Qu'est-ce que je peux choisir de laisser aller? Ces questions, Diogène les aurait posées à chacun d'entre nous parce qu'au fond, son tonneau n'était pas un abri, c'était un symbole. Le symbole d'une liberté qui ne dépend pas du monde extérieur, mais de l'espace que l'on ouvre en soi. Et si la sagesse du rien était la clé pour retrouver l'essentiel dans un monde qui déborde, le soleil se lève sur Athènes comme il se levait il y a plus de 2000 ans. Les ruelles se réveillent, les pas résonnent, la vie reprend son cours. Et quelque part, dans cet ancien monde qui ressemble tant au nôtre, une lanterne continue de briller dans la mémoire des hommes. La lanterne de Diogène. Cette flamme fragile que le plein jour ne pouvait pas faire disparaître et qui continue aujourd'hui encore à éclairer ce que nous ne voyons plus. Diogène marchait à contre-courant, non par goût de la provocation, mais parce qu'il voyait le monde avec une lucidité douloureuse. Il voyait les illusions, les peurs, les désirs qui nous encombrent, les cages que nous construisons nous-mêmes en croyant bâtir un refuge. Il voyait tout cela, et il voulait juste ramener les hommes vers ce qu'ils sont vraiment. Il disait « Ce n'est pas la pauvreté qui rend libre, c'est la vérité. » Et cette vérité, il l'a cherchée dans les gestes, dans le silence, dans la simplicité nue d'une vie sans masque. Aujourd'hui, nous n'avons plus de toge, plus d'agora, plus de colonnes blanches, mais nous avons d'autres théâtres, d'autres vitrines, d'autres illusions. Et pourtant, si Diogène revenait parmi nous, il ferait exactement la même chose. Il pointerait la même blessure, la même fatigue, la même surcharge. Parce que ce qu'il cherchait, ce n'était pas un monde parfait, c'était un être humain vrai. Un être humain qui ne se ment pas, qui ne s'alourdit pas pour plaire, qui ne se travestit pas pour être accepté. Un être humain qui choisit de marcher avec sa propre lumière, même si elle semble faible, même si elle semble étrange, même si elle brille en plein jour quand personne ne comprend pourquoi. Alors, que reste-t-il de Diogène aujourd'hui? Peut-être cette voix qui traverse les siècles comme un souffle. Tu n'as pas besoin d'avoir pour être, tu n'as pas besoin de plaire pour exister, tu n'as pas besoin d'accumuler pour être libre. Et cette vérité, aussi simple qu'un rayon de soleil, résonne encore plus fort dans un siècle où l'on court sans cesse sans savoir ce que l'on poursuit. Regarde Diogène, marchant dans la ville, lanterne à la main. Il ne cherchait pas un homme parfait, il ne cherchait pas un sage, il ne cherchait pas un héros, il cherchait quelqu'un qui aurait la force d'enlever ses propres chaînes, quelqu'un qui accepterait de voir qu'il n'a jamais eu besoin de tout ce qu'on lui a fait croire, quelqu'un capable de dire, comme lui, « Je choisis la lumière du jour, je choisis la vérité, je choisis la liberté. » Et il se pourrait bien que cet homme-là, cette femme-là, cette âme-là, ce soit toi ou quelqu'un que tu deviendras, le jour où tu décideras d'ôter de ton chemin tout ce qui t'empêche de respirer,
Et lorsque tu marcheras avec ta propre lumière, même en plein jour, alors tu comprendras enfin ce que Diogène cherchait depuis le début. Et maintenant, la lanterne de Diogène repose entre tes mains. À toi de décider ce que tu veux éclairer avec elle. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait réfléchir, si elle t'a offert un espace plus clair, alors tu peux soutenir ce voyage en laissant un j'aime, un commentaire, ou en partageant cette vidéo à quelqu'un qui cherche lui aussi un peu de lumière dans le bruit du monde. Et si tu veux explorer d'autres portraits, d'autres voix, d'autres sagesses qui traversent le temps, abonne-toi à la chaîne. C'est ici que continuent les chemins qui réveillent. Merci d'avoir marché avec nous. Merci d'avoir laissé entrer la lumière du jour. À très bientôt pour un nouveau voyage.